que vous-même. C'est-à-dire que Louis XIV, vous aviez effectivement Chers amis internautes, bonjour. Je suis très heureuse, c'est un grand honneur pour moi de recevoir aujourd'hui Maître Roland Sanviti. Alors sachez que cette émission est enregistrée ce mardi 26 mai, car le jeudi 28, rendez-vous hebdomadaire pour mon émission Le Monde et nous, Maître Sanviti présidera la cérémonie de remise de prix Giovanni Falcone, dont il est à l'origine avec le général Jean-Pierre Meyer, qui est président, lui, du cercle K2. Et j'ai répondu dans l'affirmative à leur invitation. Alors, bonjour Roland. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon. C'est parfait. Roland, je me plais à rappeler que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Le premier qui est Essai sur la démocratie au pouvoir, l'avocat face à deux mondialisations, les entreprises et les mafias, et puis le tout dernier livre, qui est un très gros livre, très très intéressant. Alors trop modestement, vous avez dit, bon, il est gros, mais si vous lisez la 4e de couverture, vous avez tout dedans. Mais quand même, je vous conseille de le lire. Il s'intitule « Guerre de conquête à l'aube du 3e millénaire ». Voilà. Et vous avez également fondé Justice et démocratie. Alors, Maître Sanviti, vous avez consacré une grande partie de votre vie à la défense de la justice et des institutions démocratiques. Et que représente pour vous aujourd'hui le prix portant le nom de Giovanni Falcone? Peut-être la régie pourra vous montrer la fiche que vous avez conçue à cet effet. Tout à fait. Voilà, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, pourquoi avoir créé Justice et démocratie? Et puis, pourquoi Falcone reste-t-il une référence universelle? Alors, il y a deux questions. C'est vrai que c'est à la fois, les choses se sont simplifiées, mais l'historique, la chronologie est fondamentale, donc on pourrait à la fois, ce qui est simple, c'est la compréhension du monde actuel au cours des dernières décennies, ça on va en parler tout à l'heure. En revanche, il y a un préambule qui, sans aucune prétention ni pédantiste, il y a un préambule qui est fondamental, et c'est pourquoi, si je devais être fier de quelque... c'est le titre « Guerre de conquête à l'aube du 3e millénaire », le titre lui-même. Pourquoi ? Tout simplement parce que il m'arrive incidemment, suivant l'heure, bien entendu, parfois je me couche très tard et j'aime bien écouter radio classique, et ce matin j'écoutais un historien,
Franck Ferrand, je crois, qui évoquait la mémoire, enfin pas la mémoire, mais l'histoire de Gengis Khan au XIIIe siècle. Il faut partir du principe que depuis l'histoire de l'humanité, et vous avez le premier code, n'est-ce pas, qui a 2800 ou 3000 ans, code d'Hammurabi, on est déjà 2800 ou 3000 ans avant Jésus-Christ, vous avez l'Empire perse, vous avez toujours eu des guerres de conquête. Je crois que c'est fondamental, et grâce à vous, hein, Jackie, sans aucune flagornerie, au travers de vos questions, au travers de... on rôde un petit peu notre discours en fonction des questions. Moi, les questions que je reçois à l'occasion des colloques et des interventions comme celle d'aujourd'hui permettent de mieux appréhender ce qui est connu, ce qui n'est pas connu, ce qui est méconnu et ce qui est surtout désinformé. C'est-à-dire l'information d'aujourd'hui qui est, il y a un abîme entre la réalité et ce qui est raconté dans ce qu'il est convenu d'appeler les médias. Je ne crois pas qu'il y ait d'alternative, qu'on appelle les médias. Par conséquent, en préambule, considérez que les guerres de conquête ont toujours existé. Alors vous avez, et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je me suis intéressé aux institutions. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce sont les institutions. Ensuite, pour m'intéresser aux institutions, j'ai commencé avec l'Empire romain. Je me suis beaucoup intéressé à Athènes, à Sparte, à la Grèce antique, aux grands penseurs de la démocratie à Athènes. Enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus. En revanche, vous savez que notre civilisation gréco-romaine est une civilisation gréco-romaine qui a été enrichie, qu'on soit croyant ou pas croyant, je le dis toujours, qui a été enrichie par la chrétienté. Et je vais faire une digression rapide. En définitive, ce qui s'est passé au 19e, 20e siècle, ça a été cette séparation qui s'est accélérée entre la grande pensée aristotélicienne chrétienne et le monde de la finance, des religions fondées sur d'autres dogmes que ceux de la chrétienté. Ça, c'est quelque chose qui est apparu évident sur le plan des soubassements de toute institution. Par conséquent, vous avez eu l'Empire romain, vous avez eu l'Empire ottoman qui a régné quand même pendant plusieurs siècles, n'est-ce pas, au Moyen-Orient et Turquie et autres. Vous avez eu l'Empire austro-hongrois, vous avez eu l'Empire napoléonien, vous en connaissez l'histoire. Et par conséquent, lorsque l'on s'intéresse aux institutions, cela présente, je dirais pas l'avantage, je dirais que c'est un intérêt, je n'aime pas le terme de scientifique parce que appliquer la science à la nature humaine, ce sont les erreurs, à mon avis, qui ont pu être commises, notamment par des économistes, même par Marx et autres. Je dirais que la dimension humaine fait qu'il vaut mieux s'inspirer de Montaigne, de Montesquieu, des grands penseurs humanistes français, de saint Thomas d'Aquin, mais les institutions, en définitive, sont le reflet d'une civilisation à un moment de l'histoire de l'humanité. Voilà, je crois que si on devait résumer, les institutions sont le fruit, n'est-ce pas, l'application dans la réalité, dans la prise sur le réel, d'une civilisation à un moment de son histoire. Pourquoi j'évoquais le code d'Hammurabi? C'est parce que bien avant les 10 commandements, il a fallu, n'est-ce pas, organiser la cité, et vous apercevez, et on le voit dans l'Empire romain, que vous aviez effectivement ce que l'on peut appeler, ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui, le terme est impropre, des élites, mais ces élites étaient fondées sur la défense, en fait, de la cité. C'est très, très important. Vous allez comprendre pourquoi nous en sommes arrivés au prix Falcon, et l'évolution est importante. Dans toute l'histoire de l'humanité, quelle est la légitimité du pouvoir, Jackie? La légitimité, c'est de défendre son peuple. Alors, bien sûr, il y a toujours une ambition personnelle, n'est-ce pas? Oui. Des familles régnantes, et vous avez une ambition, et à un moment, on reconnaît dans
un individu, un clan, une tribu. Il faut revenir, n'est-ce pas, à l'anthropologie. D'ailleurs, Falcon, s'il y a un ouvrage que devraient apprendre les étudiants arrivés en terminale et a fortiori lorsqu'ils font des études de géopolitique, il faut lire un seul livre, c'est l'entretien de Marcel Padovani et de Giovanni Falcone dans Cosa Nostra. Pourquoi? Giovanni Falcone, un passage de l'ouvrage, indique: si l'on veut comprendre le phénomène mafieux, notamment ce phénomène en Sicile, il faut adopter une démarche anthropologique. Alors, vous admettrez, et on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas avoir les mêmes institutions en Afrique, dans les déserts, en Sibérie, en Amérique du Sud, et suivant en Russie, en Chine, et par conséquent, ces institutions sont le reflet de tribus, de groupes ethniques, de religions, d'une certaine philosophie, et la grille de lecture s'est beaucoup simplifiée au 19e et au 20e siècle, et vous allez comprendre d'où vient la rupture. En définitive, et je l'ai déjà indiqué, je crois, vous avez une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est le sentiment de justice. C'est fondamental. Lorsque j'étais en pension, j'avais eu comme professeur de lettres un élève d'Alain. Et Alain, dans les propos sur le bonheur, il y a une âme qui arrive et qui se présente devant Saint-Pierre, et Saint-Pierre lui dit, que vous soyez croyant ou pas croyant d'ailleurs, l'allégorie est intéressante. Toujours valable, oui. On t'a donné une vie, qu'en as-tu fait? Question redoutable. La question est redoutable. On t'a donné une vie, qu'en as-tu fait? Et j'étais très ami avec Bruno Boccara, qui a été passionné des institutions, qui a écrit sur la démocratie 3 ou 4 ouvrages, il s'est présenté au Bâtonnat, et il était fou furieux contre l'évolution des institutions de la République et ce qui était devenu la République française. Et par conséquent, malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Il a été un très grand jurisconsulte du barreau de Paris, très grand avocat, et j'aimais beaucoup discuter avec Bruno, qui m'a beaucoup appris. Et par conséquent, vous encourez toujours le risque, quelles que soient les institutions, c'est cela qui m'a intéressé, quelles que soient les institutions, vous encourez toujours le risque de ce que j'appelle le dévoiement des institutions. Donc, vous n'aurez jamais un système parfait. La nature humaine est ainsi faite, n'est-ce pas? Qui fait l'ange fait la bête. Et par conséquent, on essaye, je dis bien on essaye, et c'est l'intérêt des institutions, c'est qu'elles donnent un but, et c'est d'ailleurs l'intérêt des religions. N'oubliez pas que lorsque vous prenez aujourd'hui le Coran, la Torah, que vous prenez les religions monothéistes, le rapport par exemple à l'argent, n'est-ce pas? Vous n'avez pas tout à fait le même rapport suivant les religions. Le livre de Philippe Simoneau, professeur d'économie, Le marché de Dieu, je crois, il faut regarder, La monnaie, cette imposture, il avait écrit, eh bien, il avait rédigé une étude et un ouvrage très complet sur l'approche de l'argent par les religions monothéistes. Et pourquoi je pensais que ce préambule était important, c'est tout simplement que, à mon avis, et j'en suis de plus en plus convaincu, et ce sont les événements qui nous apportent la preuve, plus que la Suisse peut-être, puisque vous savez que j'ai rejoint en 1989 Yvan Blot pour adapter à la France la démocratie directe, je pense que la France, mais c'est rien de 100 ans dans l'histoire de l'humanité, est le pays le plus mûr dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie pour qu'il y ait justement une démocratie en France un jour. Il n'y a pas de démocratie, mais je pense que la France, par son passé, la monarchie,
Je vais résumer, Jackie. Oui. 9e, 10e siècle, vous avez l'effondrement de l'Empire, n'est-ce pas? L'Empire d'Orient, 4e siècle, montée de la chrétienté, et vous avez la féodalité qui va régner sur 2-3 siècles. Cette féodalité a été éradiquée par la royauté, centralisme monarchique. Je ne veux pas à Louis XI et tous les rois qui se sont succédés. Là, ce serait passionnant, et pour nos étudiants, la chevalerie. Je veux dire que dans l'inconscient collectif des petits Français, c'est votre sujet. C'est mon sujet, c'est la chevalerie. Et pourquoi c'est mon sujet? Vous avez raison, Jackie. C'est notre sujet à tous les deux, au moins, on sera au moins deux. On est de moins en moins seuls, hein, je vous rassure. On est de moins en moins seuls. Je travaille avec des militaires et le rapprochement du glaive et du goupillon, j'y crois beaucoup. Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, la guerre juste. C'est-à-dire qu'on a toujours été en guerre. Encore faut-il effectivement que cette guerre de posséder ce que l'on n'a pas, ça a toujours existé, la colonisation, chercher de l'or, vous le savez. L'arraisonnement par Drake, les corsaires anglais, n'est-ce pas, qui arraisonnaient les galions espagnols qui rapportaient de l'or de Cipango, d'Amérique du Sud, et c'est comme ça que la City, c'est comme ça que la Banque d'Angleterre s'est constituée un trésor de guerre. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de grave. C'est l'histoire, c'est un travail d'universitaire. La Banque d'Angleterre qui a été fondée à la fin du XVIIe siècle. Il faut penser également au grand comptoir. Avant l'Angleterre, il faut penser aux Pays-Bas, n'est-ce pas, qui étaient des grands marchands, qui fabriquaient des bateaux, qui se sont enrichis avec leurs bateaux. Ensuite, ça a été Londres. Vous avez un documentaire remarquable sur l'histoire des Pays-Bas, de la Hollande, ensuite Londres et ensuite New York. Donc, vous avez en France, nous n'avions pas tout ça. La chrétienté, le catholicisme a toujours été très méfiant à l'égard du pouvoir de l'argent. La Révolution française a fait peur à toutes les monarchies européennes. Et lorsque vous travaillez sur la Révolution française, je vais aller un peu plus vite pour arriver à Falcone, oui. Vous apercevez que deux sujets étaient fondamentaux, et déjà l'Ancien Régime s'en était inquiété, parce que vous savez que, et là, alors j'ai entendu beaucoup d'hommes politiques, politiciens commettre de graves erreurs, s'insurger contre le pouvoir judiciaire en prenant comme exemple les parlements d'Ancien Régime. Or, les parlements d'Ancien Régime ont voulu conserver ce qui est très important, et on va arriver au sujet d'aujourd'hui, leurs privilèges. Vous aviez dans l'Ancien Régime le tiers-État, le clergé et la noblesse. Oui. Vous savez qu'elle est immémoriale, 9e, 10e, 11e siècle. La noblesse française était une noblesse d'épée. Oui. Ensuite, vous avez eu une noblesse de robe. Ensuite, dans les ouvrages consacrés à la noblesse et à l'Ancien Régime, il y a eu une porosité d'un passage de l'un à l'autre et de mariage entre noblesse d'épée et noblesse de robe. Et par conséquent, vous aviez, lorsqu'il y a eu sous Louis XV une tentative de réforme, puisqu'on achetait des charges d'anoblissement qui pouvaient être anoblies, ce qu'on en appelait la savonnette à vilain, parce qu'il y avait déjà à l'époque, c'est pour ça, tout a été... Je ne connaissais pas l'expression, je ne connaissais pas cette expression, la savonnette à vilain. La savonnette à vilain, ça veut dire que oui, vous avez toujours eu une jalousie, un mépris. Oui, oui. Ce qui est passionnant lorsque l'on travaille sur ce sujet-là, c'est que vous avez chaque religion qui méprise l'autre religion, qui veut assassiner, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas de leur même religion. Dans la noblesse, vous savez qu'une des favorites de Louis XIV, je le répète à chaque fois, vous savez, sire, que je suis de plus vieille extraction que vous-même. C'est-à-dire que Louis XIV, vous aviez effectivement les Capétiens, les Bourbons, enfin tous ceux qui se sont succédés, oui. Et les dynasties qui se sont... D'ailleurs, c'est en cela que le prix Falcone est important. Vous voyez, je ne devrais pas, je vais me faire encore gronder, je vais encore faire une digression. Après, on revient à Falcone. On n'y est pas encore arrivé. Et alors,
le problème, mais on y est, on est en plein dedans. Les institutions ont toujours existé, les dynasties. Transmettre son pouvoir. Vous vous rendez compte que vous naissez avec des privilèges, Jackie. Vous naissez avec des privilèges. Il suffit de naître et vous avez déjà un privilège. Ça implique des devoirs. Ce qui implique des devoirs. Et là où il y a eu dévoiement et c'est là Louis XIV, les privilèges de naissance de la noblesse avaient disparu peu à peu au XIVe, les frondes, XIVe, lorsqu'il y a eu la fronde et lorsqu'il y a eu la régence, vous avez eu effectivement une renaissance d'une forme de féodalité et il a fallu mater la noblesse. Et Louis XIV a reçu les nobles vous aviez les hobereaux de province qui étaient très pauvres. Vous avez un film qui est de Bertrand Tavernier qui est remarquable. Que la fête commence, que la fête commence. Et vous avez des acteurs merveilleux comme Noiret, comme Jean Rochefort, comme celui qui joue ce hobereau de province, ce petit seigneur complètement désargenté qui se heurte aux régents. Mais quand vous voyez un film comme celui-ci, vous avez une partie de l'histoire de France. Et par conséquent, lorsque vous avez eu la Révolution française a fait peur à toute l'Europe. Et Jean Tullard, dans son livre sur les contes et légendes de Napoléon, a consacré un chapitre « Napoléon, fauteur de guerre ». Et ce n'est pas du tout parce que je suis corse, j'ai beaucoup d'admiration pour Napoléon, justement, à cause des institutions, Jackie. La colonne vertébrale institutionnelle de la France, elle est napoléonienne. Le Code civil est une démonstration d'intelligence qu'on essaie de détruire actuellement avec la common law, avec les coups de boutoir des anglo-saxons et de la finance. On essaie de créer un droit financier, un droit des marchés qui doit supplanter l'humanisme, l'intelligence. Alors, ne parlons pas de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, artificielle, ça veut tout dire. L'intelligence n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est renseignement, c'est l'information. Donc, passons là-dessus. Que s'est-il passé? La réforme OPEU a voulu justement empêcher ces privilèges de naissance, d'anoblissement au bout de 20 ans des membres du Parlement, des présidents, et Louis XVI a annulé la réforme OPEU. Par conséquent, nous sommes au début du XIXe siècle. Vous savez ce qu'il en est advenu de l'Empire, et dès l'instant où l'exécution de Louis XVI, et mon ami André Bellon, nous sommes en accord sur l'essentiel, qui a créé une association pour une constituante, le jour de l'exécution de Louis XVI, qu'on le veuille ou non, le peuple est devenu souverain. Et de ce jour-là, Jackie, c'est très important, de ce jour-là, effectivement, eh bien, la réflexion de Falcon est devenue une nécessité. Pourquoi? Vous avez les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hommes et femmes, quelle que soit votre race, votre ethnie, votre origine, vous naissez égalité en droit. Égaux en droit. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous naissez égaux en droit. Et par conséquent, il a fallu, entre le début du XIXe siècle et ce qui se passe aujourd'hui, faire en sorte, et c'est là où la montée de la finance et des organisations mafieuses ont pris le pouvoir, c'est tout simplement qu'on a remplacé les privilèges. Les privilèges, et vous l'avez rappelé à juste titre tout à l'heure, Jackie, qui supposaient un devoir, le don du sang, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre de péché d'anachronisme. On ne peut pas juger l'Ancien Régime avec les yeux de 2026, et par conséquent, le roi qui représentait à l'époque, on ne va pas revenir là-dessus, la monarchie existante, anoblissait. Et pourquoi on évoquait la chevalerie, sur laquelle nous sommes tout à fait d'accord, et à laquelle, l'institution à laquelle vous et moi sommes très attachés, c'est que l'image de Du Guesclin,
du chevalier Bayard. Bayard, adoubant, n'est-ce pas, François Ier qui s'agenouille devant lui, le chevalier qui va prier toute une nuit avant d'être... Et je suis désolé, ça peut fâcher beaucoup de personnes, mais je le répète, la France, elle est chrétienne, la Corse est de terre chrétienne, et par conséquent, nous avons contre nous toute la finance mondiale, nous avons beaucoup d'ennemis. Et Falcone, parce que l'Italie est l'héritière de l'Empire romain, l'Italie, il y a un génie italien qui est, je dirais, incontournable. Il a fallu qu'en Italie naissent des mouvements de résistance. Et ce qui est très, très amusant d'ailleurs, je l'ai constaté dans une forme de propagande que vous connaissez mieux que moi, Eric connaît ça très, très bien, une forme de propagande anglo-saxonne, n'est-ce pas, la publicité, les films, la justice. Les Américains ont créé Batman, il y a eu Zorro, Batman, Superman. Quel est le point commun de tous ces personnages mythiques créés par l'imagination pour justement, d'ailleurs les feuilletons américains, c'est le triomphe de la justice. Il y a une prise de conscience que dans l'inconscient collectif universel, voilà, je cherchais le terme, l'inconscient collectif universel, la croyance en Dieu, un Dieu rédempteur qui punit, qui récompense, et sur terre, Jésus-Christ tournant, je crois, une pièce de monnaie sur laquelle il y avait l'effigie d'un empereur. Rendons à César ce qui est à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Or, il s'avère que au XIXe siècle, vous avez eu la montée en puissance de la finance. Et là encore, aucun antisémitisme, parce que dès que vous parlez de la finance, on vous traite d'antisémite, ils servent de bouc émissaire, ce qui ne veut pas dire pour cela qu'il n'y a pas des banques juives, mais on le voit aujourd'hui avec Israël, on le voit avec, etc., avec la Russie, avec ce qui est en train de se passer. Vous avez, je dirais, le clivage qui s'est réalisé maintenant, au début du XXe siècle, est très intéressant et ça a beaucoup simplifié la situation. D'un côté, des civilisations transcendantales qui transcendent la vie quotidienne, la vie matérielle, croyantes ou non croyantes, un patriotisme, un nationalisme, un humanisme. Et d'un autre côté, des sociétés mercantiles, purement financières, le pouvoir de l'argent, et qui exorcisent en quelque sorte ce matérialisme par le trafic de la drogue, la malbouffe, excusez-moi l'expression, hein, Xavier Roffer a écrit un article remarquable là-dessus. Xavier Roffer, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une des seules personnalités en France qui peut se prévaloir de la qualité d'expert, je ne vais pas vous en faire la lecture, mais il disait dans cet article que je peux vous envoyer, les Américains, ils vont au cinéma, ils vont avaler 2-3 paquets de pop-corn, toutes les 5 minutes, ils vont manger quelque chose. Donc, cette boulimie qui compense en quelque sorte la dépression, le mal-être, et on va en arriver au prix Falcone, l'absence de prise sur le réel, c'est-à-dire un pouvoir qui ne représente plus votre protection, qui n'a plus de légitimité au sens moral et juridique du terme, mais qui vous écrase par sa violence, par son crime. Et par conséquent, l'Italie, vous avez eu ce que j'appelle le dévoiement des institutions. J'aime bien la caricature. Moi, j'ai une très grande admiration pour Daumier. Quand vous regardez les légendes qui figurent au bas des dessins de Daumier, n'est-ce pas? Vous avez l'intelligence, le génie français, entre autres. Pas le seul, mais Montesquieu, Montaigne, Pascal, enfin, chacun a apporté sa contribution. Et par conséquent, Robin des Bois qui devient Al Capone. Je m'explique.
face à un pouvoir, et c'est ce que disait Bruno Boccara, en citant la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 93, les deux déclarations, l'une qui a été reprise dans la Constitution, l'autre de 1793, c'est le devoir de révolte du peuple contre tout pouvoir illégitime. C'est ce qu'écrivait Boccara, qui était un jurisconsulte, qui était un très grand avocat français du barreau de Paris. Le peuple devrait s'en souvenir aujourd'hui. Absolument, absolument. Alors, moi, je suis un légaliste, il n'est pas question de faire de la violence. Le chaos ne profite qu'au système mafieux, il faut le savoir. C'est-à-dire que si on veut mater, et c'est ce que fait d'ailleurs le gouvernement, on l'a vu avec les BlackRock, avec tout ça, oui. Lorsque vous avez une manifestation, vous avez vu comment ont été réprimés les Gilets jaunes. Oui. La violence. Moi, j'ai reçu à l'époque des personnes qui avaient été énucléées, qui avaient reçu une balle de je ne sais pas trop quoi, de flashball dans l'œil et qui avaient perdu la vue. Bien. Par conséquent, lorsque vous avez un gouvernement qui n'est pas capable de, comment dire, des gouvernements, c'est pas le seul, hein. Vous avez Olivier Marleix, lorsqu'il dédicaçait son livre, le livre, bien sûr, qu'il avait écrit de son vivant et qui a été diffusé à l'époque, il mettait comme dédicace les grandes et les petites trahisons qui ont abîmé la France. C'est peut-être pour ça qu'il est mort. Il y a deux façons d'assassiner, vous savez. Oui. Vous assassinez, je ne vais pas citer Oscar Wilde, la ballade de Reading. Chacun tue à sa façon. On peut tuer par la haine, par le harcèlement, pousser quelqu'un au suicide ou lui mettre une balle dans la tête. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais ce n'est pas le sujet. Par conséquent, vous avez eu effectivement l'Italie, Verdi, les vêpres siciliennes, l'occupation normande. Vous avez eu petit à petit, comme Robin de Bois en Angleterre, vous avez eu des révoltes, et en France, hein, les mandrins, les révoltes, comment dire, populaires. Alors c'était souvent, vous le savez, dans l'Ancien Régime, des révoltes fiscales contre les fermiers généraux, les héritiers des fermiers généraux. Alors, il ne faut pas, je vais encore me faire des amis, mais en fait, c'est un peu ce qu'a pu devenir le dévoiement de Bercy, etc. C'est-à-dire la fiscalité plus ou moins confiscatoire et qui permet d'envoyer des contrôles fiscaux à des personnes que vous voulez abattre. Et comme le livre d'ailleurs de Didier Gallo aux magistrats qui a écrit Les assassinats judiciaires politiques, c'est-à-dire les juges, de temps en temps, empêcher un candidat politique par une condamnation sur des faits plus ou moins graves, moi je ne connais pas les dossiers, mais utiliser la magistrature et en tout cas la justice pour abattre un adversaire, je dirais c'est tout à fait indigne d'une démocratie. C'est pourquoi actuellement, je pense que la France, et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont atteint cette maturité démocratique qui est très difficile. La démocratie, Jackie, la démocratie est vraiment le régime le plus aristocratique dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce soit dans le Grand Nord avec les Vikings, que ce soit à l'époque de Gengis Khan, de César ou d'Alexandre, le peuple a toujours choisi, élu, et avec les difficultés ensuite qui sont survenues, celui qui peut le défendre ses intérêts. Alors, arriver à concilier des intérêts et des ambitions personnelles, ça a toujours existé. Être calife à la place du calife, être empereur à la place l'assassinat de César, n'est-ce pas, le Sénat romain, les empereurs romains qui se sont succédés et ceux qui ont créé, par exemple, effectivement, les institutions sur lesquelles nous vivons. Hein. Napoléon s'est inspiré du droit romain et nous vivons sous, je dirais, sous les arcanes de ce droit, de cette philosophie. Et par conséquent, au XIXe siècle, vous avez eu cette montée en puissance de la finance et la City de Londres qui a pris, n'est-ce pas, vous savez,
qui est rentré, les Anglais sont sortis par la porte des États-Unis, puisque les Cincinnati, la vieille noblesse française, était venue soutenir l'Amérique, la jeune Amérique, contre l'Angleterre. Et par conséquent, la City est revenue, la Banque d'Angleterre est revenue en Amérique par l'intermédiaire de la Réserve fédérale qui a été, comme vous le savez, créée en 1913. Et à partir de 1913, et bien sûr, il y a eu la crise de 1929, vous savez que dans les journaux américains, on parlait des banksters. Les banksters, c'est-à-dire que le peuple américain était parfaitement conscient dès 1929 qu'ils avaient été plus ou moins dépouillés par les banquiers qui s'étaient enrichis à leur détriment et qui avaient pu faire faillite et entraîner cette crise économique que l'on a connue. Et tirant la leçon de ces crises économiques, vous avez eu une montée en puissance. Alors justement, pour compenser ces crises économiques, il n'y a rien de mieux. Que font les banquiers et les financiers lorsqu'ils sont en difficulté? Ils provoquent des guerres. Donc aux États-Unis, vous avez la Banque fédérale, vous avez le complexe militaro-industriel et vous avez en dessous, au service de ce pouvoir financier, vous avez la NSA et la CIA. Par conséquent, au XIXe siècle, vous avez eu cette montée en puissance de la finance qui a acquis son plein pouvoir au début du XXe siècle. Et ce qui s'est passé, j'en arrive au prix Falcon, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que cette finance, pour compenser, je dirais, à la fois sa soif, sa cupidité et ses erreurs, d'ailleurs, ses erreurs, parce que la manipulation des cours de bourse, la spéculation a pu atteindre un tel niveau que vous avez eu des crises financières. Vous savez qu'en 2008, ce sont les cartels d'Amérique du Sud qui ont renfloué les banques, certaines banques américaines, qui avaient la planche à billets ne suffisait pas, et par conséquent, il fallait des liquidités, et on a effectivement injecté dans les banques américaines, c'est le rapport de Costa, qui travaillait sur le blanchiment et sur les organisations criminelles à l'ONU, qui a décrit tout cela. Et par conséquent, en Italie, vous avez eu une montée en puissance de la mafia, et aux États-Unis et dans le monde. C'est-à-dire que toutes les organisations criminelles qui répondent à la définition de la Convention de Palerme de 2003, Convention de Palerme qui a été mise en place par l'ONU à la suite de l'assassinat de Falcone, eh bien, la finance a été le cheval de Troie des organisations criminelles. Et en Italie, parce que c'était le pays justement qui était à la pointe avec la mise en place de la mafia qui a pris un pouvoir considérable, le système mafieux, c'est la porosité entre les organisations criminelles et le pouvoir politique. On assassine. Nous avons décerné le prix Giovanni Falcone il y a quelques années à Diana Vilgas, qui a écrit L'ordre juridique mafieux. Les cartels en Amérique du Sud, que ce soit en Colombie, cartel de Medellín, cartel de Cali, que ce soit aujourd'hui au Mexique, allez voir un juge. Je le répète à chaque fois. Et c'est valable en France, c'est valable en France, Jackie. Madame le juge, monsieur le juge, nous savons que vos enfants vont à l'école. Et par conséquent, la décision sous-entendue, la décision que vous allez prendre peut dépendre de votre propre vie ou de la vie de votre famille. Vous avez des hommes politiques dans tous les pays qui aspirent à la démocratie. Et c'est pour ça que le prix Falcone est important. Falcone est le symbole du seul pouvoir qui peut exister contre un système mafieux qui est actuellement mondial. Et alors, je suis d'autant plus à l'aise, Jackie, que vous avez écouté, je crois que c'est grâce à vous, en tout cas, nous en avons discuté, le juge Roberto Scarpinato a été reçu le 24 avril par Mediapart et a expliqué
qu'aujourd'hui, le titre d'ailleurs, c'est la mafiosisation du monde. La mafiosisation du monde. C'est pas Sanviti qui vous le dit. C'est un juge anti-mafia à la retraite Italien. depuis 4 ans, italien, devenu sénateur italien et qui, mieux que Sanviti, peut dire la mafiosisation du monde. Or, cette mafiosisation, le hasard a fait que j'ai commencé à travailler là-dessus, et là je vais m'en expliquer, il y a une quarantaine d'années. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à la faculté de droit Panthéon-Assas, j'ai rédigé un mémoire sur la régionalisation. Je suivais le mouvement autonomiste corse, et les Corses, si vous voulez, avec la perte des colonies, ont perdu en quelque sorte, les Corses étaient, en Corse, c'est une montagne dans la mer, une île qui était pauvre, et par conséquent, ceux qui voulaient sortir des bergeries, l'agriculture un peu, les bergers, le commerce qu'il pouvait y avoir, l'alternative était la suivante. Le service de la République, ça, il y a les pouvoirs régaliens, et ça, il faut le reconnaître aux Corses. Le service de l'État, c'est inscrit dans… Les Corses, on le voyait avec Paoli, d'ailleurs, la démocratie corse, la première constitution corse, paraît-il que les Américains, ça fait partie de la légende. Hein. Lorsqu'on est Corse, on dit que les Américains ont compié sur les Corses. Hein. Mais bon, vrai ou faux, c'est pas grave. Et donc, il paraît que la constitution américaine s'est inspirée de la constitution de Paoli, de Pascal Paoli. Alors, de la même façon, d'ailleurs, les Anglais voulaient conquérir la Corse. Alors, Paoli s'est fait avoir parce que d'abord, il a eu des problèmes avec les révolutionnaires, donc d'abord il a été encensé, ensuite ça s'est mal passé. Et puis comme les Anglais voulaient conquérir la Corse, n'est-ce pas, Paoli espérait devenir gouverneur de la Corse. Alors ça ne plaît pas bien sûr à mes amis autonomistes, je ne suis pas totalement autonomiste, mais je comprends certaines revendications. Oui. Eh bien, les Anglais, ils sont la perfide Albion. Hein, il ne faut jamais oublier, hein, Jackie, la perfide Albion. Eh bien, les Anglais, ils ont mis Sir Eliot. Ils ont mis un Anglais comme gouverneur, vous voyez. Donc, l'histoire se répète. Hein, l'histoire se répète. Donc, aujourd'hui, il y en a qui veulent conquérir la Corse. Et puis, moi, j'explique aux Corses, je ne sais pas, vous n'avez pas les moyens de vous acheter des sous-marins nucléaires, ni des Rafales. Il va bien falloir que quelqu'un vous protège. Et puis, il ne faut pas que la Corse, là, il y a un article de Michel Franceschi, général Michel Franceschi, dans la revue des services spéciaux sur l'autonomie, il ne faut pas que la Corse devienne un nouveau Cuba, puisque la Corse, il y a une porosité, effectivement, entre une certaine criminalité et la politique, mais il n'y a pas vraiment de mafia au sens propre. Marcel Padovani a écrit un article dans Corse Matin remarquable sur ce sujet, et Jean-François Guéraud, qui vraiment est un des meilleurs spécialistes français de la finance criminelle, a recadré un peu dans un article de Corse Matin que j'ai là. Je ne vais pas vous en faire la lecture, mais dans les revues des services spéciaux, il y avait un article de Jean-François Guéraud sur justement le fait qu'il n'y avait pas de mafia en Corse, mais il peut y avoir un système mafieux, mafia corse, une erreur de langage qui brouille la réalité. Voilà. Donc, je dirais, moi, je ne fais que répéter ce qui a été écrit par d'autres beaucoup mieux que je ne pourrais l'écrire, répéter ce qui a été dit par d'autres beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, et par conséquent, travaillant sur ces sujets, à la suite de mon mémoire sur la régionalisation, j'ai rejoint en 1980 Jean-Baptiste Biaggi. Jean-Baptiste Biaggi avait créé une association nationale pour le droit et les libertés. Et cette association tendait à promouvoir une réforme de la justice en France, et je crois en avoir été un petit peu la cheville ouvrière, parce que c'est un sujet qui m'intéressait, et je souhaitais effectivement que la justice cessât d'être une autorité, devienne un pouvoir,
puisque la justice, l'institution judiciaire française, dans la Constitution de 1958, articles 64 et 66, me semble-t-il, est une autorité. Et par conséquent, nous avons œuvré à l'époque pour sensibiliser les hommes politiques, quelle que soit leur appartenance, gauche-droite, à une nécessité de la réforme de la justice. Ces magistrats, dont je ne citerai pas le nom, que j'ai rencontrés à l'époque, m'ont permis d'entrer en relation avec Yvan Blot. Yvan Blot tendait à promouvoir en France la démocratie directe et j'ai rejoint Yvan Blot en 1989 pour adapter à la France la démocratie directe telle qu'elle existait en Suisse. Et à la mort d'Yvan Blot en 2018, en octobre 2018, j'ai recréé une association dont je suis vice-président pour introduire en France la démocratie directe. Et grâce à vous, d'ailleurs, les émissions que vous avez consacrées avec d'autres et avec moi et quelques autres émissions ont permis de comprendre que l'attente des Français aujourd'hui reposait sur deux institutions. La réforme de la justice, et Darmanin, Retailleau et d'autres l'ont écrit, j'ai gardé les articles. L'État français, la justice, n'est plus du tout adapté aux enjeux de la mondialisation et à lutter contre certaines formes de criminalité, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient mafieuses, narcotrafic. Aujourd'hui, nos institutions ne sont plus adaptées. Et comment un juge peut encore travailler sereinement aujourd'hui? Mais un juge qui œuvre, je dirais, dans son cabinet à lutter contre la finance criminelle qui est noyautée et qui se heurte à des pouvoirs politiques qui sont placés sous la coupe de cette finance criminelle et qui obéissent aux ordres d'un système mafieux, sont en danger de mort. Ils sont en danger de mort. Donc, vous avez aujourd'hui un certain nombre de juges qui vivent sous protection. Alors, comme les juges anti-mafia italiens, qui eux sont sous protection jour et nuit. C'est-à-dire que Falcone vivait d'une certaine façon dans un blocos. Roberto Scarpinato a vécu sous protection, encadré de gardes du corps derrière et devant lui. Par conséquent, comment voulez-vous? Alors, je ne vais pas vous faire la lecture, mais grâce à vous, une fois de plus, Jackie, je me suis aperçu, mon assistante m'a dit, vous avez consacré à l'époque, lorsqu'on a créé le prix Falcone, je vais y arriver, j'ai 5-6 pages, je ne vais pas vous en faire la lecture, présentation du prix Giovanni Falcone. Et avec un épigraphe, Jean de Maillard, qui a reçu le prix Falcone, qui est un des premiers grands magistrats à avoir, sur un plan pédagogique, enseigné la finance criminelle. Si la justice vient à manquer, que sont les royaumes sinon de vastes brigandages? Saint-Augustin. Vous avez tout compris. Bien. Or, que s'est-il passé? Falcone a été assassiné le 23 mai 1992. Il a été assassiné avec son épouse, elle-même magistrate. Elle a été assassinée dans un attentat avec 500 kilos de TNT sous un pont lorsqu'il revenait, n'est-ce pas, il venait d'atterrir, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Sa garde du corps ont été assassinés. Et pour des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, il était totalement incompréhensible, mais totalement incompréhensible. Giovanni Falcone, alors ce n'est pas le seul, sur l'affiche, vous avez toute la liste, elle n'est pas exhaustive. Et ils sont des magistrats, des carabiniers, des militaires, des laquais, des hommes politiques assassinés par la mafia. Et je dois reconnaître une chose, Jackie, je dois reconnaître une chose. Lorsque vous vous intéressez aux institutions, je ne me suis intéressé à la mafia que sur le plan institutionnel. Les mafias ne méritent, ne justifient la qualification de mafia que parce que ce sont des institutions. Et j'ai sous les yeux, dans ma bibliothèque, 4 ouvrages. L'ouvrage d'un Israélien, Berkman, Les assassinats ciblés du Mossad.
J'ai un autre ouvrage d'un autre Israélien, Les vertus du nationalisme, Azoni. J'ai l'ouvrage de Yvan Blot, La démocratie confisquée. J'ai un ouvrage d'Yvan Blot, L'Europe colonisée. Et j'en arrive à la mafia. J'ai l'ouvrage de Jean-François Guéraud, La mafia et la Maison Blanche. J'ai un autre ouvrage, Les sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé. Et j'ai un ouvrage de L'argent sale de François Daubert. J'ai l'ouvrage des juges, des sénateurs Enel, Justice sinistrée, démocratie en danger. Comment voulez-vous, Jackie, alors que tout a été écrit, que les personnes avec lesquelles nous travaillons depuis 20, 30 ans, qui connaissent ça par cœur, que Roberto Scarpinato vient de vous résumer en 1 heure ce que l'on essaye de vous expliquer aujourd'hui. Comment voulez-vous que nous n'ayons pas été tentés de créer le prix Giovanni Falcone? En 2002, j'ai demandé à des magistrats que l'on commémore l'assassinat de Falcone. Je ne vous dirai pas les réponses que j'ai reçues. Il s'avérait que, peu après, j'ai sympathisé avec certains amis avocats et d'autres personnalités intéressées par ces phénomènes, avec Laurent Anquer. Laurent Anquer avait été référendaire, avait la Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice, il connaissait très très bien ça puisqu'il était avocat à Strasbourg. Donc Strasbourg est une plaque tournante, connaît très très bien ces sujets-là. Et Laurent était avocat à Strasbourg et à Paris. Il est décédé en mai 2024, quelques mois après, vous le savez, ma femme, ma compagne, qui est décédée en 2024, en janvier. Et donc, des suites du Covid, qui est une arme biologique, on le sait maintenant, Kennedy se fait beaucoup d'ennemis aux États-Unis. On sait que tout ça, le vaccin, tout ça, ça a été une façon de créer le besoin pour s'enrichir. C'est le système mafieux. Et par conséquent, avec Laurent Anquer, j'ai dit, écoutez, 10 ans après, 20 ans après, je vais tenter de faire quelque chose à la mémoire de Falcone, qui est un symbole pour ceux qui œuvrent pour la démocratie. Et la démocratie est indissociable de l'institution judiciaire. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie si vous n'avez pas un pouvoir judiciaire. C'est impossible. Et par conséquent, nous avons eu l'idée, lui et moi, de dire, mais au lieu de commémorer, pourquoi ne pas créer un prix? Ah oui. Et là, Laurent a eu un rôle fondamental. Il était très ami avec, je ne vais pas citer de nom, je crois que c'était le député ou le sénateur-maire de Strasbourg. Il avait des relations à la mairie de Strasbourg. Et devant le Conseil de l'Europe, pour la première fois, nous avons créé le prix Falcone en 2010. Et oui, le livre que vous présentez, c'est grâce à Refaire. J'ai donné des cours sur ce sujet-là pendant 8 ans à l'Institut de criminologie. Pendant 8 ans, j'ai créé le sujet suivant, l'avocat face à deux mondialisations, les entreprises et les mafias. Et c'est Xavier Refaire qui m'avait confié ce sujet. C'est Xavier Refaire qui a choisi ce sujet et j'ai rédigé un mémoire sur ce sujet. Donc, nous créons le prix Falcone en 2010 et nous l'avons décerné pour la première fois devant le Conseil de l'Europe sur la démocratie en 2012 à Roberto Saviano pour son livre Gomorrah. Et par conséquent, 2012, depuis donc, ce sera la 15e année que nous avons décerné, alors je ne sais pas s'ils m'autorisent tous à donner leur nom, mais je le verrai avec eux si je dois les citer la prochaine fois à la remise du prix Falcone, où nous avons remis le prix Falcone. Pierre Péan est décédé. Il refusait la qualification de journaliste d'investigation, il disait enquêteur. On a décerné le prix Falcone à Pierre Péan
1 an ou 2, je crois, avant sa mort. Nous l'avons décerné à de très hauts magistrats, nous l'avons décerné à des universitaires journalistes spécialisés du crime organisé, nous l'avons décerné à des hauts fonctionnaires, commissaires divisionnaires, commissaires généraux du ministère de l'Intérieur, et à tous ceux qui apportent leur contribution à cette réflexion. Donc, comment choisissez-vous les lauréats chaque année? Chaque année, voilà comment ça s'est passé. Pendant quelques années, ça a duré 3-4 ans, nous étions un groupe de 4-5 qui se réunissaient pour se mettre d'accord. Ensuite, pour des raisons de mise à la retraite de certains d'entre eux, d'éloignement, en définitive, nous concertons, il y a 4-5 ans, Jean-Michel Icard, avocat, a rejoint la remise du prix Falcon avec le général Jean-Pierre Meyer, avec le Cercle K2. Ils m'ont intronisé, ils m'ont coopté pour faire partie du Cercle K2, qui est un cercle, je dirais, d'humanisme, très œcuménique, de toute tendance de réflexion, d'appartenance. Moi, j'aime bien, on est bien avec tout le monde, on discute, on s'entend sur l'essentiel. Et je bénéficie, je dirais, des relations, du soutien, ce qui est logistique, ce que je trouve très bien. C'est moi qui m'occupe, grâce au barreau de Paris, et qui m'occupe de toute la partie auditorium, location de l'auditorium tous les ans, en tant qu'avocat, c'est moi qui m'en occupe. Et le Cercle K2 invite tous les membres du cercle qui veulent bien venir, moi également, toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Et comme cela, nous arrivons chaque année, je ne vais pas dire le nombre, parce que bon, ils sont de plus en plus nombreux, des personnalités, des personnes qui assistent à la remise du prix Jeremy Falcon. Et tous les ans, nous nous entendons avec Jean-Michel Icard, et d'ailleurs en interrogeant par téléphone certains de nos amis qui ont reçu le prix, en disant, tiens, nous avons pensé cette année décerner le prix Jeremy Falcon. Alors, je vais vous donner un exemple. On l'a décerné, par exemple, au commissaire divisionnaire Michel Quillet, qui était à la Commission européenne, à l'Europe, à l'UE, spécialiste des mouvements terroristes, criminels, etc. On l'a décerné à Michel Quillet. On l'a décerné l'année dernière. D'ailleurs, Michel est venu participer. Il était à côté de nous. Nous l'avons décerné l'année dernière au colonel Florian Manet. Florian Manet, colonel de gendarmerie, spécialiste qui commande la criminalité maritime. Les containers qui arrivent à Rotterdam, au Havre, dans lesquels vous avez de la cocaïne, et lorsque vous avez des organisations, ce qu'expliquait Florian Manet, c'est pas du sans-viti. On explique gentiment à un docker qu'il a le choix entre une certaine enveloppe, une balle dans la tête et certains services. Le choix, il est vite fait. Voilà. Bon, donc, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas Zorro, ce n'est pas du chevalier blanc, c'est simplement une réflexion institutionnelle, universitaire, de considérer que pour protéger la France, les Français, leurs biens, leurs personnes, nous réfléchissons quelles sont les institutions qui sont les mieux à même. Je parle pour la France, je ne parle pas pour l'Italie. Oui. Vous savez qu'en Italie, il y a eu un référendum récemment pour mettre au pas, et Roberto Scarpinato l'a évoqué, pour faire rentrer les juges anti-mafia sous la coupe un petit peu, je dirais, un peu, ce qui ressemble un peu, puisque l'autorité judiciaire en France, vous avez un garde des Sceaux, bien entendu, qui fait partie du gouvernement, qui donne des instructions au parquet, au procureur, et vous avez, d'ailleurs, j'ai reçu de certains mouvements politiques qui savent que je m'intéresse à ces sujets-là, et qui ont eu la gentillesse, d'ailleurs, de me soumettre leurs propositions et de dire qu'en pensez-vous, etc. Donc, je trouve ça très bien, et j'y suis sensible, d'ailleurs, que certains, à l'occasion des prochaines élections, on réfléchisse à la réforme de la justice.
Nous avons notre propre réflexion, et cette réflexion s'inspire, en fait, et je vous sais gré, Jackie, en fait, de la vignette et du titre dans l'esprit de Giovanni Falcone. Je pense que Giovanni Falcone restera dans l'histoire de l'humanité du XXe siècle. Je pense que vous avez il est italien. Il y a un génie italien. L'art, la musique, Verdi, Puccini, Léonard de Vinci, Raphaël. Moi, j'ai eu une admiration pour l'Italie, une admiration pour Venise. Vous vous rendez compte de la construction de Venise? Oui. Vous vous rendez compte? Mais il y a un génie italien, les voitures, l'industrie. Vous avez un génie français. Bon. Eh bien, ce génie italien, les institutions romaines ont créé le fascisme à un certain moment, ont créé également la mafia. Chaque médaille a son revers. Chaque médaille a son revers. Il a fallu que la mafia la plus représentative, alors vous avez les yakuza japonais. Les yakuza japonais s'inspirent des samouraïs, mais au service de la criminalité. Vous avez les vieilles triades chinoises. Là, le meilleur spécialiste, c'est le colonel Gérard Bouan. Les triades chinoises ont 200, 300 ans. Ce sont des institutions. Vous avez les grandes mafias italiennes, Camorra, 'Ndrangheta, Santa Corona des Pouilles, Cosa Nostra en Sicile, la Santa Corona Inuita. Chacune des organisations a sa spécificité, son mode d'organisation, ses réseaux, ses spécialités. Bien. Par conséquent, il faut rendre hommage à Jean-François Guéraud. Lorsqu'il écrit La mafia et la Maison Blanche, il cristallise sur la première puissance du monde une réalité. Elle n'a pas pu exister s'il n'y avait pas eu la finance, certains lobbies et ses organisations. Et il a emprunté à un auteur, je ne vais pas le citer, je ne l'ai pas en tête immédiatement, une épigraphe remarquable. Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence. C'est-à-dire que l'affaire Epstein, tous ceux qui suivent ça, comme Roffer, Maxwell, la pédocriminalité, le drogue, pour tenir un homme politique, on le tient par ses vices, ses perversions, parce que on sait que la morale populaire ne va pas trop apprécier la pédocriminalité, la barbarie, la torture des femmes pour les mettre sur le trottoir, pour la mafia albanaise qui est connue pour sa barbarie, pour la prostitution, pour le trafic d'êtres humains, le trafic de la drogue avec les laboratoires qui viennent de tous les pays pour justement créer l'addiction et s'enrichir avec le poison, l'assassinat tout simplement. Les services spéciaux que vous connaissez des grands pays qui se prétendent des démocraties sont obligés de discuter d'égal à égal avec les organisations criminelles mafieuses qui n'existent pas, qui disent « nous n'existons pas ». Vous ne les verrez jamais dans un journal, vous ne les verrez jamais dans Challenge d'un journal économique ou dans la première fortune du monde. Ils n'en ont rien à faire. Simplement, ces organisations, et c'est là où le prix Falcone trouve toute sa, nécessité, ce symbole, c'est que l'éducation, la formation des citoyens, je vais vous dire, c'est très simple. Dans les années qui viennent, vous allez avoir le règne, il est acquis aujourd'hui, du système mafieux. Ça va durer un certain temps. Et ce qui est en train de se passer avec l'Iran, la Chine, la Russie, la Chine se venge du saccage du palais d'été. La Chine se venge de la guerre de l'opium de 1848-1860. Donc,
si vous voulez avoir une nouvelle génération susceptible de lutter contre le système mafieux, il y aura toujours un système mafieux. C'est un problème de proportion, n'est-ce pas? La nature humaine est ainsi faite. Vous aurez, tout dépend le pouvoir que vous leur laissez. Tout dépend. Et voilà, tout est là, tout est là. C'est un problème de proportion. Moi, je suis pour la réouverture des maisons closes, pour les femmes qui, d'emblée, comme Madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, là, qui avait Claude. créé les autres Call Claude. Girls. Madame Claude. Voilà, elle était remarquable, cette femme. Elle avait un très beau carnet d'adresses et toutes ses égéries se sont toutes très bien mariées, avaient choisi plus ou moins et on ne les torturait pas pour les mettre effectivement, etc. Donc là, c'est un autre sujet beaucoup plus délicat. En revanche, je pense qu'il faut, la jeunesse française, il faudra qu'elle devienne des juges et des soldats. Des juges pour apprendre à distinguer ce qui est blanc ou noir, ce qui est bien ou mal. Et vous savez ce qui s'est passé? Vraiment, on est très médiocre, vous savez, Jackie. Enfin, moi, je parle pour moi. La prise sur le réel, on est vraiment très médiocre. Et ce qui intéresse l'être humain, c'est la prise sur le réel. Et les privilèges du XXe siècle, ça a été l'argent. Si vous vivez avec 50 000, 100 000 euros par mois, vous pouvez aller où vous voulez dans le monde. Si vous avez 2, 3, 10 milliards, vous vous rendez compte? Ce sont les privilèges du XXe siècle. Mais ce sont des privilèges qui sont fondés sur l'argent. D'où vient cet argent? Si vous avez un grand chanteur, si vous avez un grand artiste qui s'est enrichi, personne n'est obligé d'acheter ses disques. Non. Mais si cet enrichissement est un enrichissement qui est fondé sur l'assassinat, sur le crime, nous sommes en état de légitime défense. Nous sommes en état de légitime défense. Et en 2022, à la suite, pour commémorer l'assassinat du juge Falcone, on a oublié de m'inviter d'ailleurs, mais je trouve ça normal parce que, en général, les travaux que nous menons déplaisent à beaucoup de personnes. On ne m'a pas du tout invité, je n'étais pas du tout vexé. En revanche, quelqu'un m'a dit, vous savez qu'on va commémorer à l'université Panthéon-Assas le 30e, la mort de Falcone. Et alors, ça c'est très important, sont venus d'Italie des magistrats. Et surtout, la sœur de Giovanni Falcone n'a pas pu venir. Marie Falcone a donné à une femme, haut fonctionnaire, je ne sais plus si c'est le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur italien. Et le discours de Marie Falcone était remarquable. Elle a résumé à l'époque bien ce qu'elle venait de dire pendant 1 heure Scarpinato. Et vous savez comment s'est terminé son discours, Jackie? Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Toute notre vie, je parle pour moi et peut-être pour d'autres, tout être humain que nous sommes, nous ne faisons pas un parcours sans faute. Mais nous pouvons commettre des erreurs, faire du tort, faire de la peine par erreur. Mais ceux qui choisissent volontairement de vous assassiner, de vous dépouiller pour la violence, les viols, volontairement, d'une façon institutionnelle, qui ont fait une source de pouvoir, de terroriser, de barbarie. Vous voyez, on a Badinter, c'est pas très difficile, a aboli la peine de mort. Mitterrand en avait fait un argument de campagne. Mais sur l'abolition de la peine de mort, vous avez tout un ouvrage qui a été écrit là-dessus. Et Casamayor et d'autres ont écrit sur l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Parce que vous aviez 2 sortes de personnes qui allaient assister à la peine de mort. Vous aviez des psychopathes, vous aviez des femmes qui trempaient à l'époque de la Révolution leur mouchoir dans le sang du supplicié. Vous aviez ceux qui jouissaient de la guillotine et vous aviez ceux qui sortaient de là en vomissant.
qui ne s'en remettaient pas, qui ne dormaient plus. Mais est-ce que vous avez des films, ce que font les cartels, des barbaries, des tortures? Vous savez que les gendarmes ont arrêté des trafiquants de drogue et des camions dans lesquels vous aviez des salles de torture. Vous savez que vous aviez des caves dans lesquelles vous avez des salles de torture des mafieux. Et je ne vais pas vous décrire, je trouve ça indécent, de ce que font subir les mafieux, n'est-ce pas, à ceux qui ont été trahis pour pouvoir justement terroriser les repentis, ceux qui veulent se livrer à la justice, ceux qui les ont trahis. Et ça, on n'en parle jamais. Non. On ne parle jamais des assassinats, des tortures subis par les victimes du système mafieux. Personne n'en parle. Donc, l'abolition de la peine de mort, je comprends et je ne suis pas pour le rétablissement de la peine de mort. Je travaille sur d'autres sujets, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais vous avez des personnes qui disent, mais assassin, commencez vous-même par abolir la peine de mort. La peine de mort appliquée par un système mafieux, vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas de juge. On décide d'assassiner quelqu'un et on l'assassine. Donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec des militaires, des policiers, certains magistrats. C'est un sujet qui est très difficile. Mais depuis quelques années, le prix Giovanni Falcone a permis d'amener, d'enrichir cette réflexion. Quelles sont les institutions qui sont à même, qui sont susceptibles de mieux protéger la France, les Français, la vie des Français dans leur vie quotidienne et leur patrimoine, bien sûr. Donc, le prix Giovanni Falcone, il faut lire le livre consacré par Marcel Padavoni à Falcone, hein, c'était, je crois, 2 ans avant son assassinat. Je crois que c'est le livre le plus important du XXe siècle. C'est le livre qui résume vraiment le XXe siècle et ce à quoi les femmes et les hommes, qu'ils soient français ou d'autres, sont confrontés au XXe siècle. Tous les pays du monde sont confrontés à cette forme de criminalité. Il y a des pays qui sont peu ou prou, plus ou moins protégés. Plus ou moins protégés. Mais aujourd'hui, vous assistez à cela avec le conflit international, c'est que certains pays fragilisés dans leurs finances, dans leur pouvoir, dans leur hégémonie, sont contraints de s'engager dans la guerre. Ultima ratio regnum. Ultima ratio regnum, c'est la devise que faisait graver Louis XIV sur ses canons. Le dernier recours des rois. Alors là, ce ne sont pas des rois, ce sont des animaux blessés. Un animal blessé est très dangereux, très dangereux. Et la conquête du pouvoir, le pouvoir, je dirais, d'un certain pouvoir financier peu ou prou criminel, le capitalisme criminel, c'est pas de moi, c'est le livre qui a été écrit par Jean-François Guéraud. Un monde sans loi, c'est l'ouvrage écrit par Jean de Maillard et des magistrats il y a 25-30 ans. L'argent sale, c'est l'ouvrage de François Daubert. Justice illustrée, démocratie en danger, c'est tout simplement, ce sont des sénateurs. Donc, je dirais une fois de plus, Jackie, tout a été écrit. Je crois que... Oui, pardon. Est-ce que vous pensez que la mafia est un phénomène humain qui est appelé à disparaître? Falcone disait, comme tout phénomène humain, il est amené plus ou moins. Il y a 2 choses. D'une façon provocatrice, caricaturale, nous naissons tous mafieux. C'est dit. Nous sommes mafieux lorsque nous choisissons de tuer et d'assassiner pour avoir le pouvoir. Nous sommes chrétiens lorsque nous cessons d'être mafieux, nous sortons du système tribal, clanique. La mafia, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les liens du sang. Dans toute famille, vous protégez votre famille. Si vous naissez dans un système qui va vous dire « notre peuple est un peuple élu », notre race est une race supérieure, les autres races sont des races inférieures. Notre peuple est un peuple qui a des droits, des pouvoirs, des privilèges par-dessus tous les autres. Si vous naissez dans une tribu africaine,
si vous naissez dans Sicile, à Catane, dans un cartel où les familles, depuis. Alors, les cartels, c'est un peu différent. La mafia est intéressante parce qu'elle vit. Les mafias ne méritent ce terme de qualification que si elles ont 200, 300, 400 ans d'existence. Vous naissez dans une famille, Falcone, lorsqu'il interrogeait un mafieux, le mafieux lui disait « Juge, monsieur le juge, mon arrière-grand-père faisait partie de la famille d'un tel. Vous naissez, vous aviez, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas faire d'effet de manche, mais vous naissiez dans telle famille de Catane, dans telle famille de Palerme. Vous naissiez dans la famille de celui qui a fait assassiner Falcone de Totorina. Comprenez? Et donc, vous naissiez dans des familles où, quand vous naissiez, on vous disait, mais tu fais partie de cette famille. Donc, si tu n'étais pas capable d'assassiner, ben un jour, tu devenais avocat. Mais avocat de la mafia. Tu devenais, comme on m'a dit un jour, un commissaire divisionnaire, consigliere. Si vous n'étiez pas capable d'assassiner, mais ceux qui ont toujours dirigé la mafia ont toujours été, là je ne vais pas rentrer dans certains détails, il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer ici, mais c'est un monde qui est assez extraordinaire et qui est d'une dureté, d'une implacabilité épouvantable, épouvantable. Oui, qui a ses codes aussi, ses codes d'honneur même. Vous savez, la propagande, moi je me suis intéressé à ce sujet uniquement sur le plan institutionnel, mais ceux qui ne connaissaient pas ce système, les Américains ont sorti 4 ou 5 films, j'ai plus les titres en tête, le plus célèbre bien sûr c'est Le Parrain, mais il y a eu 3 ou 4 films sur la mafia qui sont extraordinaires, qui ont très très bien décrit et qui ont été d'ailleurs conseillés, je suis persuadé que les metteurs en scène ont été conseillés par des hommes de la mafia qui leur ont dit tu as le droit de dire, tu as le droit de faire ou autre. Mais quand vous voyez l'implacabilité de ce système, c'est la meilleure façon de dire au peuple obéissez et de faire comprendre que certains politiciens, certains juges, certains policiers ne sont que des marionnettes. Oui. Est-ce qu'avant de nous quitter, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les 2 lauréats de cette année? Alors, il se trouve que cette année, les 2 lauréats représentent vraiment, sont la parfaite illustration des institutions sur lesquelles nous travaillons. Alors, la démocratie directe, bien sûr, mais qui ne peut pas exister, la démocratie sans la justice. Un très haut magistrat, zonard, flic et juge, Roger Leloir, qui a été doyen des juges d'instruction au pôle financier, donc c'est un homme remarquable qui a eu un parcours vraiment remarquable comme très haut magistrat et comme homme au service de l'État, des pouvoirs régaliens. Alors, juge, magistrat, et c'est indissociable aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de justice et de pouvoir judiciaire s'il n'y a pas l'armée. L'armée et la justice sont les 2 pouvoirs régaliens indissociables dans un pays qui aspire à la démocratie. C'est inséparable. Et alors, quelle meilleure illustration que d'avoir, attention, lorsqu'on parle de l'armée, ce ne sont pas les services spéciaux avec, comment dire, ou des parachutistes ou des forces spéciales. Non, ce sont des services comme font d'ailleurs les Américains, des services spéciaux, du renseignement, de l'action, des actions spéciales, etc. Quand j'évoquais le Mossad, les assassinats du Mossad, l'élimination de certains terroristes par le Mossad, des assassinats ciblés, la NSA et le CIA font exactement la même chose. Nous n'avons que des ennemis en France. La France n'a que des ennemis. Des alliés difficilement, mais Gérard Bon, colonel de la DGSE, c'est vraiment l'illustration avec un haut magistrat. Ce sont ils personnalisent à eux deux l'institution régalienne cardinale que peut
que ce à quoi doit tendre, comment dire, la France, les Français qui auront compris d'abord pourquoi la relation de cause à effet. Parce qu'attention, le discours que nous avons, Jackie, n'a qu'un seul intérêt. Qui vous protège dans vos banlieues? Qui vous protège dans vos campagnes? Qui a créé le chômage, la destruction de l'économie, etc. C'est la vie quotidienne des Français, la relation de cause à effet entre un système mafieux mondial et l'appauvrissement de la France, la terreur qui s'installe en France et effectivement la situation des Français. Les monuments aux morts, d'ailleurs, excusez-moi, tout à l'heure, lorsque la présentation du prix Falcon, juste un petit paragraphe que j'avais écrit. Il existe des monuments aux morts qui entretiennent ce souvenir en gravant dans le marbre ou dans la pierre le nom de ceux qui ont été sacrifiés sur un champ de bataille. Et moi, ceux qui se consacrent à l'étude du pouvoir depuis le début de l'année ne pouvaient manquer d'établir un constat. C'est une guerre qui dure depuis le début de la société humaine. Comment voulez-vous que dans cette guerre éternelle, vous ne pouviez pas éluder, consacrer en quelque sorte, n'est-ce pas, un prix à Falcon, Borsellino, tous les magistrats et carabiniers qui sont morts au service de la démocratie. Un point, c'est tout. Finalement, juges, magistrats, officiers de renseignement sont trois manières différentes de défendre l'État. Absolument. L'État n'a de raison d'être. Moi, j'ai eu la discussion récemment. On m'a demandé, pour vous, qu'est-ce que l'État? L'État, la mafia, c'est le cancer de l'État. Lorsque la mafia, un narcotrafic s'installe, il n'y a plus d'État. L'État, chez nous en Corse, pourquoi il y avait la vendetta? Les Corses, dans les gènes, ça c'est vrai, pour des raisons les barbaresques. Pourquoi vous avez des tours génoises en Corse? Tout simplement parce que vous avez des razzias, des barbaresques qui venaient prendre pour esclaves des personnes. Donc les Corses se réfugiaient dans la montagne, dans des villages, et vous avez sur la tête de Maure, c'est la limite. La tête de Maure qui s'inspire, l'origine de la tête de Maure, puisque vous aviez l'Espagne, l'Empire espagnol, qui avait justement comme emblème sur ses écus des têtes de Maure. Et la tête de Maure, c'est la limite que l'on donne aux ennemis de la Corse, n'est-ce pas? En disant n'allez pas trop loin. Bien. Et par conséquent, vous êtes obligé effectivement d'avoir les pouvoirs régaliens. C'est obligatoirement l'armée et la justice. Les pouvoirs régaliens d'une démocratie, l'État, la vendetta, le sentiment d'égalité que j'évoquais avec Paoli, le sentiment de justice, c'est quelque chose qui est génétique dans les Corses. Les Corses étaient des guerriers, ils ont été mercenaires pour le Vatican, mercenaires pour François Ier, mercenaires pour Venise. Lorsqu'il y avait l'empire colonial, ils étaient administrateurs des colonies. Après, ils étaient dans le milieu. Vous aviez le choix entre l'armée, le milieu, la magistrature. Et par conséquent, l'État, vous déléguez à l'État ce que vous n'êtes pas capable de faire. Oui. On vous vole, on vous cambriole, on assassine des proches et autres. C'est l'État qui doit remplir votre vengeance pour pas qu'elle soit privée. Le droit et l'État sont consubstantiels l'un de l'autre. Ce qu'écrivait le professeur de droit constitutionnel Georges Burdeau. Le droit et l'État sont consubstantiels l'un de l'autre. Vous déléguez à l'État, Jackie, ce que vous n'êtes pas en capacité de faire. Sinon, ce sont des vengeances privées. Et effectivement, nous sommes en état de légitime défense. Et comme nous sommes des juristes, des légalistes, nous souhaitons que l'État recouvre sa véritable souveraineté et sa véritable vocation, à savoir être un État souverain et une France souveraine. Merci Roland. Merci Maître Sanviti. À travers cette cérémonie et ce prix Giovanni Falcone qui aura lieu jeudi, ce sera une certaine idée du courage de l'État et de la démocratie que vous allez honorer. On essaye.
On aura essayé. Merci beaucoup. On n'a pas parlé du général Bouhan, pardon. Du colonel. Bouhan, c'est le colonel Gérard Bouhan, c'est le colonel de la DGSE qui a un spécialiste de l'Asie. Il est remarquable et il a un parcours absolument remarquable, mais je préfère qu'il en parle lui-même parce que Très bien. je veux pas trop déflorer le sujet. D'abord, il a eu un parcours à titre personnel exceptionnel. Colonel de la DGSE, reçu par les présidents de la République personnellement, par des présidents de la République qui l'ont interrogé personnellement. Grand spécialiste de l'Asie, spécialiste des triades des mafias chinoises. C'est un homme qui a un parcours d'une humilité, d'une simplicité, d'un courage, comme tous les grands hommes. Je termine là-dessus, Jackie. Oui. Mes amis, moi j'ai réalisé 30 émissions sur Radio Courtoisie sur la justice et le système de santé en 1990 comme directeur d'émission. Et je travaillais sur ces sujets. J'ai eu une campagne contre moi complètement ridicule après, fasciste, antisémite, anti-franc-maçon. Pour les personnes qui connaissent ma famille et mes origines, c'était complètement aberrant parce que c'était totalement impossible, pour des tas de raisons, mais que je n'ai pas à me justifier. Mais avec Gérard Bouhan, nous avons évoqué ce sujet, justement. Et vous apercevez que des hommes comme Gérard Bouhan, comme le magistrat, le président Roger Leloir, en réalité, mes amis monarchistes me disent « Mais Roland, tu as raison. Moi qui suis toujours présenté par mes amis sur d'autres radios que vous connaissez, comme excusez-moi, toujours présenté comme républicain démocrate, il existe, Jackie, une aristocratie républicaine. Et eux-mêmes le reconnaissent de la même façon qu'il y avait une aristocratie, une noblesse. Il faut distinguer la noblesse qui est institutionnelle et l'aristocratie, c'est-à-dire les meilleurs, quelle que soit la société. Et l'aristocratie républicaine, vous la trouvez dans l'armée, dans la justice. L'aristocratie républicaine, et mes amis monarchistes me disent tu n'as peut-être pas tort, ils n'en sont pas encore à me dire tu as peut-être raison, ils me disent tu n'as peut-être pas tort, l'aristocratie républicaine, elle est dans l'armée et dans la justice. Oui, bravo. Merci Roland. Non, c'est moi qui vous remercie une fois de plus. Et merci à Eric. Eric, grâce à Eric, on a un tout petit peu la parole. Oui. Merci beaucoup et chers amis internautes, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Jackie, bonne soirée. Merci Roland. Doorway in between, I felt the sky awaken underneath my skin. And then you came like truth itself, without asking it. You said you live where the world begins to glow, in the hidden star behind my thoughts, where only angels go, and every fear collapsed like dust into the air. Because you looked to me like I was always there. Chase the answer through the noise. I can hear it in the stillness of your voice. A spark